Chapitre 19. Rek, Serbitar, Virae et Vintar s'assirent en rond autour d'un petit feu de camp, 1 heure avant le lever du soleil, dans une clairière isolée sur le versant sud d'une colline boisée. « Le temps presse !» déclara Vintar. « Les chevaux sont exténués, et nous sommes encore à plus de 5 heures de route de la forteresse. Nous arriverons peut-être avant que l'eau ne soit puisée. Ou pas. Peut-être même est-ce déjà trop tard. Mais nous avons un autre choix. » « Bon, lequel ?» demanda Rek. « Ce doit être ta décision, Rek. Personne d'autre ne peut la prendre. » « Dis-le-moi, Abbé, c'est tout. Je suis trop fatigué pour réfléchir. » Vintar échangea un regard avec l'albinos. « Nous pouvons... Les 30 peuvent unir leurs forces afin d'essayer de percer la barrière autour de la forteresse. »« Eh bien, essayez !» rétorqua Rek. « Où est le problème ? Cela risque de drainer toute notre énergie, et nous pouvons échouer. Si c'est le cas, nous n'aurons plus la force de chevaucher. Et d'ailleurs, même si nous réussissons, il nous faudra nous reposer une grande partie de la journée. »« Pensez-vous pouvoir percer cette barrière ?» s'enquit Virae. « Je ne sais pas, mais nous pouvons toujours essayer. »« Pensez à ce qui est arrivé à Serbitar lorsqu'il a voulu le faire, » dit Rek. « Vous pourriez tous être projetés dans le... je sais pas quoi... Et là, que se passerait-il ? » ?»« Nous mourrions tous, » répondit calmement Serbitar. « Et vous dites que c'est mon choix ? » ?»« Oui, » acquiesça Vintar, « car le règlement des 30 est simple. Nous avons juré de servir le maître de Delnoch. Tu es ce maître. » Rek resta silencieux pendant quelques minutes. Le poids de la décision à prendre paralysait son cerveau lessivé. Il se surprit à penser à une infinité de problèmes qu'il avait eus dans sa vie, persuadé alors qu'ils étaient insurmontables. Il n'avait jamais eu un tel choix à faire. Son esprit était embrumé par la fatigue. Il n'arrivait pas à se concentrer. « Faites-le !» dit-il. « Brisez la barrière !» Il se releva et s'éloigna du feu, honteux qu'un tel ordre soit sorti de sa bouche à un moment où il n'arrivait pas à penser clairement. Virae le rejoignit et passa un bras autour de sa taille. « Je suis désolé, » dit-elle. « Pourquoi ? » ?»« Pour ce que j'ai dit, quand tu m'as parlé de la lettre. »« Ce n'est pas grave. Pourquoi devrais-tu penser du bien de moi ? » ?»« Parce que tu es un homme et que tu agis comme tel, » répondit-elle. « À ton tour maintenant. »« Mon tour ? De t'excuser, espèce de gros balourd. Tu m'as frappé. » Il l'attira à lui, la souleva de terre et l'embrassa. « Ce n'était pas une excuse, » déclara-t-elle. « Et tu m'as égratigné le visage avec ta barbe. Si je m'excuse, me laisseras-tu le refaire ? Quoi ? Me frapper ? Non, t'embrasser. » Pendant ce temps, à la clairière, les 30 avaient formé un cercle autour du feu. Ils avaient dégainé leurs épées et les avaient plantées dans le sol à leurs pieds. La communion débuta. Leurs pensées s'envolèrent et affluèrent en Serbitar. Il accueillit chacun d'entre eux par son nom au sein de son subconscient. Et ils fusionnèrent. L'énergie combinée le secoua, et il dut lutter pour garder le souvenir de ce qu'il était lui-même. Il s'éleva comme un fantôme géant, un nouvel être d'une puissance incroyable. La petite chose qu'était Vintar se nicha à l'intérieur de ce nouveau colosse, qui essayait de contenir l'essence combinée de 29 personnalités. Maintenant, il n'y en avait plus qu'une. Il se nomma Temple et naquit sous les étoiles. Temple se dressa jusqu'aux nuages, ses bras éthérés s'étendant jusqu'au rocher de Delnoch. Il s'éleva triomphalement, buvant l'univers des yeux. Un rire monta en lui. Vintar, tournoyait au centre, s'enfonça plus profondément dans le noyau. Finalement, Temple prit conscience de l'abbé, le percevant comme une petite pensée insidieuse dans cette nouvelle réalité. « Dros Delnoch, ouest !» Temple vola vers l'ouest au-dessus des montagnes. En dessous de lui se tenait la forteresse silencieuse, grise et spectrale dans le clair de lune. Il descendit vers elle et éprouva la barrière. Barrière, contre lui, il la heurta et fut propulsé dans la nuit, blessé et en colère. Ses yeux s'enflammèrent et il connut la fureur.
La barrière n'avait été que pure douleur. Encore et encore, Temple s'élança contre la drosse, la frappant avec des coups d'une puissance effrayante. La barrière vacilla et se modifia. Temple recula, confus, et observa. La barrière se recroquevilla sur elle-même comme un tourbillon de brume et se reforma. Puis elle s'assombrit pour devenir un amas compact de plumes, plus noir que la nuit. Des bras en sortirent, des jambes se dessinèrent, et une tête cornue poussa, avec 7 yeux bridés rougeoyants. Temple avait beaucoup appris durant ces quelques minutes d'existence. La joie, la liberté, et en premier lieu, la conscience de ce qu'était la vie. Et puis, la douleur, la rage. À présent, il découvrait la peur en apprenant ce qu'était le mal. Son ennemi vola vers lui, ses serres noires courbées lacérant le ciel. Temple le réceptionna de face et l'enserra entre ses bras. Ses dents pointues lui déchiraient le visage et les serres lui écorchaient les épaules. Ses poings énormes firent une clé contre l'épine dorsale de la créature, et il l'emprisonna contre lui. En dessous d'eux, sur Musif, le mur 2, 3000 hommes prenaient position. En dépit des protestations, Drus avait refusé d'abandonner le mur 1 sans se battre. Il se tenait dessus avec 6000 hommes. Aurine lui avait fait furieusement remarquer que c'était stupide. La longueur du mur la rendait impossible à défendre. Drus s'obstina, même quand Ogun vint soutenir l'avis d'Aurine. « Faites-moi confiance !» leur intima Drus, mais il manquait de mots pour les convaincre. Il essaya d'expliquer que les hommes avaient besoin d'une petite victoire le premier jour, de façon à améliorer leur morale. « Mais pensez au risque, Drus !» dit Aurine. « Nous pourrions perdre dès le premier jour, justement. Vous ne le voyez pas ?»« Vous êtes le Gan !» gronda férocement Drus. « Vous pouvez annuler ma décision si vous le souhaitez. »« Je ne le ferai pas, Drus. Je me tiendrai à vos côtés sur Eldibar. »« Et moi aussi, » dit Ogun. « Vous verrez que j'avais raison, » affirma Drus. « Je vous le promets !» Les deux hommes acquiescèrent et sourirent pour cacher leur désespoir. Les cales de service faisaient la queue jusqu'au puits, rassemblant les seaux d'eau, et se frayaient ensuite un chemin jusqu'au rempart, en enjambant les hommes toujours endormis. Sur le mur 1, Drus plongea un gobelet de cuivre dans l'un des seaux et but à grande gorgée. Il n'était pas sûr que les nadirs allaient attaquer aujourd'hui. Son instinct lui disait qu'Ulric allait encore laisser passer un jour entier de tensions meurtrières. La vision de son armée en train de se préparer pour la bataille devait émousser le courage des défenseurs et leur saper tout espoir. Quand bien même Drus n'avait pas le choix. C'était à Ulric de jouer. Les Draenei devaient attendre. Au-dessus d'eux, Temple souffrait sous la furie de la créature. Ses épaules et son dos étaient en charpie. Ses forces s'épuisaient. La bête à cornes fatiguait elle aussi. La mort les observait tous les deux. Temple ne voulait pas mourir, pas après avoir goûté à cette vie aigre douce. Il voulait toucher du doigt toutes ces choses qu'il avait eu le temps d'apercevoir de loin. Les lumières colorées des étoiles en formation, le silence au cœur des soleils lointains. Sa poigne se resserra. Il n'y aurait ni joie dans les lumières, ni frisson au cœur du silence s'il laissait cette créature en vie. Soudain, celle-ci hurla. Ce fut un son affreux, angoissant et effrayant. Son dos se brisa, et elle s'évapora comme de la brume. À moitié conscient dans l'âme de Temple, Vintar poussa un cri. Temple regarda en dessous de lui et observa les hommes. C'étaient de frêles créatures qui s'apprêtaient à rompre le jeûne avec du pain noir et de l'eau. Vintar cria de nouveau, et Temple fronça le sourcil. Il désigna le mur. Des hommes se mirent à hurler, balançant des tasses ou des seaux d'eau du haut des remparts de Musif. Dans chaque récipient, des vers noirs nageaient et se tortillaient. Des soldats de plus en plus nombreux bondissaient sur leurs pieds. Ça grouillait et ça hurlait. « Bon sang, qu'est-ce qui se passe là-haut » s'exclama Drus quand la clameur lui parvint. Il regarda en bas vers les nadirs
et vit que les hommes quittaient les machines de guerre par paquets entiers pour retourner vers la ville de Tente. « Je ne sais pas ce qui se passe, » dit Drus, « mais même les nadirs s'en vont. Je retourne sur Musif. » Dans la cité de Tente, Ulrich aussi était en colère, se frayant un passage à coups d'épaule jusqu'à la grande tente de Nostakan. Son esprit était d'un calme glacial quand il se présenta devant la sentinelle. La nouvelle se répandait à travers toute l'armée comme un feu de prairie. Au lever du jour, des hurlements à déchirer l'âme avaient rempli les tentes des 60 acolytes de Nostakan. Des gardes s'y étaient précipités pour découvrir des hommes en train de se tordre de douleur sur le sol poussiéreux, le dos brisé, les corps pliés comme des arcs trop tendus. Ulrich savait que Nostakan avait rassemblé ses disciples et puisé dans leur énergie combinée pour écraser les Templiers blancs. Mais il n'avait jamais compris l'épouvantable danger que cela représentait. « Eh bien » demanda-t-il à la sentinelle. « Nostakan est vivant » lui répondit l'homme. Ulrich souleva le rabat et pénétra dans la puanteur du logis de Nostakan. Le vieil homme était allongé sur une petite paillasse, le visage gris de fatigue, sa peau baignée de sueur. Ulrich prit un tabouret et vint s'asseoir à côté de lui. « Mes acolytes » murmura Nostakan. « Tous morts. Ils étaient trop forts, Ulrich. » Avoua le vieil homme. « Je t'ai fait défaut. »« Des hommes m'ont fait défaut auparavant, » déclara Ulrich. « Ce n'est pas grave. »« Pour moi, ça l'est !» hurla le chaman, grimaçant de douleur. « L'orgueil !» rétorqua Ulrich. « Tu n'as pas perdu. Tu as simplement été battu par un ennemi plus fort que toi. Ça ne leur servira pas à grand-chose, car mon armée va s'emparer de la Drosse. Ils ne peuvent pas tenir. Repose-toi, et ne prends plus de risques, chaman. Je te l'ordonne. J'obéirai. Je le sais. Je ne veux pas que tu meurs. Est-ce qu'ils vont essayer de t'attaquer ? Non. Les Templiers blancs sont bardés de notions d'honneur. Si je me repose, ils me laisseront tranquille. Alors repose-toi, et quand tu auras retrouvé tes forces, nous leur ferons payer de t'avoir fait du mal. Nostakan sourit. Oui. Plus loin au sud, Temple filait vers les étoiles. Vintar n'arrivait pas à l'arrêter, et luttait pour rester calme alors que la panique de Temple le submergeait comme pour le déloger. Après la mort de l'ennemi, Vintar avait essayé de convoquer les 30 dans le nouvel esprit du colosse. C'est à ce moment-là que Temple avait regardé à l'intérieur de lui-même et aperçu Vintar. Vintar avait essayé de lui expliquer la raison de sa présence et la nécessité qu'il renonce à son individualité. Temple absorba la vérité et s'enfuit comme une comète à la recherche du ciel. L'abbé essaya encore d'invoquer Serbitar, cherchant la niche dans laquelle il l'avait placé au sein de son subconscient. L'étincelle de vie qu'était l'albinos bourgeonna au contact de l'abbé, et Temple frissonna, comme si on l'avait amputé. Il ralentit son vol. « Pourquoi me fais-tu ça » demanda-t-il à Vintar. « Parce que je dois le faire. »« Cela me tuera. »« Non, tu continueras de vivre en chacun d'entre nous. »« Pourquoi est-ce que tu dois me tuer ?»« Je suis vraiment désolé. » répondit gentiment Vintar. Avec l'aide de Serbitar, il chercha Arbedark et Menahem. Temple rétrécit, et Vintar ferma son cœur à la douleur que provoquait l'avalanche de désespoir. Les 4 guerriers invoquèrent les autres membres des 30, et, le cœur gros, ils retournèrent dans la clairière. Rek se précipita vers Vintar comme il ouvrait les yeux et se remettait à bouger. « Êtes-vous arrivé à temps » demanda-t-il. « Oui, » marmonna Vintar épuisé. « Laissez-moi me reposer à présent. » 1 heure avant le coucher du soleil, Rek, Virae et les 30 franchirent à cheval la grande herse de la porte sous la forteresse de Delnoch. Leurs chevaux étaient fatigués, couverts d'écume, les flancs trempés. Des hommes se précipitèrent pour accueillir Virae. Les soldats ôtèrent leurs aumes, et les habitants demandèrent des nouvelles de Drenan. Rek resta en arrière, jusqu'à ce qu'ils aient pénétré dans la forteresse. Un jeune officier escorta les 30 vers la caserne, pendant que Rek et Virae se dirigeaient vers les pièces supérieures. Rek était éreinté.
Il se déshabilla, se lava à l'eau froide et se rasa, éliminant sa barbe de 4 jours. Il jura qu'en le fin rasoir, un cadeau d'Horeb entailla sa peau. Il dépoussiéra ses vêtements du mieux qu'il put et se rhabilla. Virae s'était rendue dans ses propres appartements, et il n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Il enfila son baudrier et repartit vers le grand hall, s'arrêtant par 2 fois pour demander son chemin à des serviteurs. Une fois arrivé, il s'assit seul et contempla les statues de marbre représentant les héros du passé. Il était perdu, insignifiant et accablé. Dès qu'ils étaient arrivés, ils avaient appris que les nadirs étaient devant les murs. Un vent de panique soufflait sur les habitants, et ils avaient vu des réfugiés quitter la ville par dizaines, empilés sur des chariots. Un long et morne convoi qui se dirigeait vers le sud. Rek ne savait ce qui prédominait en lui à cet instant, la fatigue ou la faim. Il se força à se relever, vacilla légèrement et jura à voix haute. Près de la porte, il y avait un miroir ovale sur pied. En lui faisant face, il vit que l'homme qui lui renvoyait son regard était grand, large d'épaules et puissant. Ses yeux gris-bleu étaient résolus, son menton fort, son corps élancé. La cape bleue, bien qu'usée par le voyage, tombait toujours bien, et les cuissards d'Andin lui donnaient un air d'officier de cavalerie. En contemplant ainsi le comte de Drosdelnock, Rek se vit comme les autres allaient le voir. Il ne devait rien savoir de ses doutes, et ne verrait que l'image qu'il avait décidé de renvoyer. Qu'il en soit ainsi. Il quitta le hall et arrêta le premier soldat qu'il croisa, lui demandant où il pouvait trouver Drus. « Sur le mur 1 !» répondit le soldat, et il décrivit l'endroit où se trouvaient les portes poternes. Alors que le soleil se couchait, le grand et jeune comte se mit en chemin pour Eldibar. Il s'arrêta en ville pour acheter un petit gâteau au miel qu'il mangea tout en marchant. Quand il arriva aux portes poternes du mur 2, la nuit était tombée, mais une sentinelle lui indiqua comment passer. Il se retrouva finalement sur le terrain vague derrière le mur 1. Des nuages obscurcissaient la lune, et il manqua de tomber dans le fossé qui s'étendait sur toute la largeur de la passe. Un jeune soldat l'interpella, et lui montra le premier pont en bois où il pouvait traverser. « T'es un des archers de flécheurs, c'est ça ?» demanda le soldat, ne reconnaissant pas le grand étranger. « Non, où est Drus ?»« J'en ai pas la moindre idée. Il est peut-être sur les remparts. Ou alors est-ce le mess. T'es un messager, c'est ça ?»« Non. Lequel de ces bâtiments est le mess ?»« Tu vois les lumières là-bas ? C'est l'hôpital. Après, c'est l'entrepôt. Continue de marcher jusqu'à ce que l'odeur des latrines te rattrape et puis tourne à droite. Tu peux pas te tromper. »« Merci. Y a pas de quoi. T'es une recrue ?»« Oui, » répondit Rek. « Quelque chose comme ça. »« Dans ce cas, je ferais mieux de t'accompagner. »« C'est pas la peine. »« Si, c'est la peine, » rétorqua l'homme. Et Rek sentit quelque chose de pointu lui rentrer dans les reins. « C'est une dague ventriane, et je te conseille de faire un bout de chemin avec moi. »« À quoi rime tout ceci ?»« Pour commencer, quelqu'un a essayé de tuer Drus l'autre jour. Ensuite, je ne te connais pas, » répondit le soldat. « Alors avance, nous le trouverons ensemble. » Les 2 hommes se dirigèrent vers le mess. Comme ils approchaient, ils purent entendre les bruits provenant des bâtiments devant eux. Une sentinelle les héla des remparts. Le soldat répondit et demanda après Drus. « Il est sur le mur près de la tour des portes, » lui répondit-on. « Par ici, » dit le soldat. Et Rek gravit les petites marches qui menaient aux remparts. Et il se figea. Sur la plaine, des milliers de torches et de petits feux éclairaient l'armée nadir. Des tours d'assaut étaient dressées dans la passe, d'un flanc de montagne à l'autre, tels des géants de bois. Toute la vallée était illuminée aussi loin que portait la vue. On aurait dit la copie exacte du 2e cercle des enfers. « C'est une belle vue, pas vrai ?» demanda le soldat. « Je ne crois pas que cela ait meilleure figure en plein jour, » répondit Rek. « Tu n'as pas tort, » acquiesça l'autre. « Allez, en route !» Devant eux, Drus était assis sur les remparts, parlant à un petit groupe de soldats. Il leur racontait un conte à dormir debout, que Rek avait déjà entendu. La conclusion eut l'effet désiré, et le silence de la nuit fut brisé par le son des rires. Drus riait de bon cœur avec les hommes quand il s'aperçut de la présence de nouveaux arrivants. Il tourna la tête et étudia le grand homme à la cape bleue. « Eh bien ?» demanda-t-il au soldat. « Il vous cherchait, capitaine. Alors je vous l'ai amené. »« Pour être plus précis, déclara Rek, il pense que je suis un assassin.
d'où la dague dans mon dos. Drus haussa un sourcil. Eh bien, es-tu un assassin? Pas ces temps-ci. Peut-on parler? C'est déjà ce qu'on fait. En privé, Commence à parler, et je déciderai si on doit continuer en privé. rétorqua Drus. Mon nom est Régnac. Je viens d'arriver avec des guerriers du Temple des Trente et Virae, la fille de Delnar, Nous parlerons en privé. déclara Drus. Les hommes se retirèrent, hors de portée d'oreille. Vas-y, parle. Dit Drus, ses yeux gris rivés sur le visage de Rek. Rek s'assit sur les remparts et contempla la vallée rougeoyante. Ils sont plus nombreux que nous ou je me trompe? Ça te fait peur, hein? Jusqu'à la semelle de mes bottes. Néanmoins, comme tu n'as pas l'air d'humeur à me faciliter la tâche pour notre première rencontre, je vais t'expliquer ma position. Pour le pire, ou pour le meilleur, je suis le comte. Je ne suis pas un abruti, pas encore un général, même si ces deux mots sont synonymes. Pour l'instant, je ne changerai rien, mais garde ça dans un coin de ta tête. Quand il faudra prendre une décision, je ne céderai ma place à personne. Tu crois que coucher avec la fille d'un comte te donne ce droit? Demanda Drus. Eh bien, tu vas rire, mais oui. Mais le problème n'est pas là. J'ai déjà combattu, et ma compréhension de la stratégie vaut celle de n'importe quel homme ici. Et puis, j'ai les 30 avec moi, et leur savoir est unique. Plus important encore, si je dois mourir dans ce trou du cul du monde, ça ne sera pas en restant les bras croisés. Je suis maître de mon destin. Tu cherches à porter beaucoup de choses sur tes épaules, mon garçon. Pas plus que je ne peux. Tu crois ce que tu dis? Non, répondit franchement Rek. Je m'en doutais. Rétorqua Drus avec un grand sourire. Qu'est-ce qui a bien pu te pousser à venir ici? Je pense que le destin a le sens de l'humour. Il l'avait déjà de mon temps. Mais tu m'as l'air d'être un jeune homme raisonnable. Tu aurais pu emmener la fille en Lentria et bâtir un foyer là-bas. Drus, personne n'emmène Virae là où elle ne veut pas aller. Elle a grandi dans la guerre et au milieu de gens qui ne parlaient que de ça. Elle peut réciter toutes tes légendes et les faits réels derrière toutes les campagnes que tu as menées. C'est une Amazone. Et elle est là où elle voulait être. Comment vous êtes-vous rencontrés? Rek lui raconta toute la chevauchée depuis Drenan, à travers Skultik, la mort de Reynard, le temple des Trente, le mariage à bord du navire, et le combat avec les Satuli. Le vieil homme écouta toute l'histoire sans faire de commentaires. Et nous voilà, conclut Rek, Alors comme ça tu es un berserk, déclara Drus. Je n'ai jamais dit ça, rétorqua Rek. Mais si, tu l'as dit, mon garçon, sans le dire. Ce n'est pas grave. J'ai combattu aux côtés de nombreux berserks. Je suis simplement étonné que les Satuli t'aient laissé partir. Ce peuple n'est pas réputé pour son sens de l'honneur. Je crois que leur chef Joachim est l'exception qui confirme la règle. Écoute, Drus, je te serais reconnaissant si tu voulais bien ne pas ébruiter mon côté berserk. Drus rit. Ne sois pas bête, fiston. Combien de temps crois-tu que cela va rester un secret, lorsque les nadirs seront sur les murs? Reste à mes côtés, et je m'arrangerai pour que tu n'estourbisses personne de notre camp. Tu es bien bon, mais j'aimerais que tu sois un peu plus hospitalier que ça. Je suis aussi desséché que les aisselles d'un vautour. Il est indéniable, déclara Drus, que parler attise plus la soif que le combat. Allons trouver Ogun et Orin. C'est la dernière nuit avant la bataille. Il faut qu'on fasse la fête.